Oui, on a le projet donc, de nos amis Charles et Magda qui voulaient réaliser un système pour le karaoké à base d'ampli-op. Ça serait utile qu'on leur parle un peu de l'ampli-op, de ses avantages, et on leur donne plus de détails. Comment tu peux brièvement décrire cela? Donc, pour la conception de ce système de karaoké, les étudiants peuvent utiliser les amplificateurs opérationnels. Donc, pourquoi on dit amplificateur opérationnel? Parce que l'amplificateur peut faire plusieurs opérations. Donc, c'est un amplificateur qui est un circuit intégré. Dans ce composant-là, il y a plusieurs transistors pour pouvoir donner cette fonctionnalité. Et puis, l'avantage de ces amplificateurs opérationnels, c'est que l'alimentation est très très simple. On injecte juste une alimentation, par exemple, de plus ou moins 15 volts. On n'a pas besoin de s'occuper comment alimenter de façon d'essai le composant. Et puis, c'est un composant qui ne coûte pas cher. Et on peut faire différentes fonctionnalités avec ce composant qu'on appelle l'amplificateur opérationnel ou bien l'ampli-op. Très bien. Donc, on pourra peut-être revenir sur plus de détails là-dessus. Donc, on voulait mieux expliquer un peu l'ampli-op. Qu'est-ce que tu pourrais citer et donner comme indication détaillée sur ce Donc, idéalement, il faut qu'on comprenne c'est quoi un amplificateur. Donc, la définition est très importante pour nous. Comment l'amplificateur a été construit. C'est la base finalement. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va juste faire un petit survol pour voir c'est quoi l'amplificateur, la constitution de l'amplificateur. On va aussi regarder le fonctionnement de l'amplificateur, c'est-à-dire comment l'amplificateur fonctionne, les modes d'opération. Et finalement, comme les diodes, on va utiliser les modèles des amplificateurs opérationnels. Et ça, c'est un point qui est très important. Mais bien sûr, il faut qu'on regarde les caractéristiques de l'amplificateur, c'est-à-dire au niveau d'impédance d'entrée et d'impédance de sortie. Puis finalement, le plus important, ce sont les applications. Donc, il y a différentes applications, des applications linéaires, des applications non linéaires. Donc on va voir toutes ces applications à fur et à mesure. Oui. Donc si on commence par les applications, premièrement, on sait que à partir de ces amplificateurs opérationnels, on peut former des amplificateurs, on peut former des filtres, on peut former par exemple en non linéaire des oscillateurs, des comparateurs. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on a besoin? On a principalement besoin d'utiliser des composants électriques et des composants électroniques. Quels sont les composants électriques? On les a vus déjà dans le cours des 105, ce sont des résistances, des condensateurs, des bobines. Et puis au niveau des composants électroniques, c'est principalement les amplificateurs opérationnels. Peut-être on va être obligé d'utiliser des transistors et des diodes additionnels. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on aime ne pas utiliser des bobines parce que la bobine est un composant qui est gros et puis ça coûte cher aussi. Donc on évite le plus possible d'utiliser les bobines d'ajustance. Donc pour la définition, donc, on peut dire qu'un amplificateur opérationnel est un amplificateur avec un gain qui est très très élevé. Donc on a l'amplificateur qui peut être fonctionné sous forme en boucle ouverte ou bien en boucle fermée. Lorsqu'on utilise l'amplificateur en boucle ouverte, donc la plupart du temps, ça va fonctionner comme un comparateur. Donc on compare les deux entrées et la sortie va nous donner l'information sur les deux entrées. En mettant une boucle fermée, on va pouvoir utiliser par exemple l'amplificateur opérationnel comme un amplificateur, comme un filtre, ainsi de suite. Okay, donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a deux modes d'opération, le mode linéaire et le mode non linéaire. Donc, principalement, l'amplificateur opérationnel a deux entrées et une sortie. Donc, au niveau du signal, deux entrées et une sortie. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'alimenter cet amplificateur à l'aide d'une alimentation d'essai. Normalement, on va alimenter l'amplificateur opérationnel par plus ou moins 15 volts ou bien 12 volts ou bien 5 volts. Donc, l'amplificateur, comme on a dit, c'est un amplificateur à un gain qui est très très élevé. Alors, je reviens sur cette alimentation. Brièvement, à quoi ça sert cette alimentation? Donc, n'oublions pas que l'amplificateur est composé de plusieurs transistors. Donc, pour polariser ces transistors, on a besoin d'appliquer une alimentation. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de penser comment faire la conception de l'alimentation. On applique juste plus ou moins une tension fixe et l'amplificateur va fonctionner. Donc, en fin de compte, à l'entrée de l'amplificateur, il y a deux signaux qui sont identiques, comme dans le cas du bruit.
on ne veut pas que ce bruit-là soit amplifié. Donc, à ce moment-là, on va parler de notre gain qu'on appelle le gain en mode commun. Et normalement, ce gain en mode commun est très fait par rapport au gain qui est différentiel. Donc, le gain différentiel, c'est la différence entre deux signaux qui arrivent. Et à la sortie, on va avoir un gain qui va être très très élevé au niveau du différentiel. Bon, la constitution, c'est quoi? La construction de l'amplificateur opérationnel, comme vous voyez dans cette image. Donc, il y a un premier étage qui va agir comme un amplificateur différentiel, suivi par un amplificateur de gain pour pouvoir augmenter un petit peu le gain. Puis à la fin, le dernier étage, ça va être un étage, c'est un étage push-pull, classe P ou bien classe AB, où cet amplificateur va pouvoir fournir beaucoup de courant, une grande puissance à la sortie. Donc, n'oublions pas que la sortie, ça ne va pas être des ampères. Oui, c'est ça, la grande puissance. Une grande puissance, ici, on va parler d'un courant de à peu près 20-25 mA. Par contre, il y a des amplificateurs où il y a un autre dernier étage qui va amplifier beaucoup plus pour pouvoir obtenir des courants qui sont beaucoup plus grands. Par exemple, des 100 mA de 1 A. Ah, d'accord. Ça, c'est des amplificateurs de puissance. Des amplificateurs de puissance. Donc, le symbole de l'amplificateur opérationnel, c'est juste, comme vous voyez, un triangle. Donc, il y a les deux entrées VI plus VI moins avec la sortie VOut et le courant qui sort de l'amplificateur. Bien sûr qu'on a identifié les tensions d'alimentation comme étant plus VCC et moins VCC. Donc, je prends l'exemple ici comme un amplificateur le plus simple qui est le 741. Cet amplificateur a l'entrée négative, la broche 2, la broche 3 c'est l'entrée positive, la broche 6 c'est la sortie, et puis les deux entrées d'alimentation sont les broches 4 et 7. Ok, donc normalement si on définit la tension différentielle, c'est la tension d'entrée à l'entrée positive moins à l'entrée négative multipliée par ce gain différentiel. Okay. C'est comme ça qu'on a défini la tension de sortie différentielle. Maintenant, la tension de sortie en mode commun, ça va être le gain commun multiplié par la somme de ces deux entrées divisées par 2. Donc c'est une définition parce que les deux entrées sont identiques pour pouvoir évaluer de la même façon que le gain différentiel. Le gain différentiel, il est de quelle ordre? Normalement, c'est un gain qui est très très élevé, de l'ordre de 100 000. Okay. Par contre, le gain en mode commun va être très très faible. Et on va voir un peu plus tard qu'il y a une grandeur qu'on doit vraiment spécifier, qu'on appelle en anglais CMLR. C'est le taux de réjection en mode commun. Donc, normalement, ce taux de réjection en mode commun doit être très très élevé. On l'exprime sous forme de dB. Donc, si on prend un amplificateur avec un CMLR qui est égal à 100 dB versus 120 dB, et là, on peut dire que celui de 120 dB va performer mieux au niveau de réjection du gain en mode commun. Et donc, essayons de regarder les modèles de l'amplificateur opérationnel. Donc, n'oublions pas que dans l'amplificateur opérationnel, il y a un condensateur. Donc, pourquoi on a ajouté ce condensateur? Parce que lorsque l'amplificateur a été conçu, il y avait de l'oscillation dans l'amplificateur. Pour éliminer cette oscillation, on a ajouté explicitement ce condensateur. Donc, déjà, on sait que les transistors ont une certaine réponse en fréquence au niveau du gain. Plus l'ajout de ce condensateur va créer un certain comportement dynamique. Lorsqu'on dit comportement dynamique, c'est-à-dire le gain va dépendre de la fréquence. Donc, il va évoluer une réponse fréquentielle. Donc, il y a différents types de modèles. On peut prendre le modèle statique réel, le modèle statique idéal et le modèle dynamique réel. Donc, au niveau pédagogique, moi, je préfère commencer par le modèle statique réel. Donc, on a un gain qui est défini ici comme étant le gain en mode différentiel, parce qu'on va oublier pour l'instant le mode en mode commun, on va oublier parce que c'est très faible le gain. Donc, normalement, c'est un gain qui est défini par l'amplificateur, plus à un moment donné, on va saturer. Parce qu'on ne peut pas s'attendre d'avoir une sortie qui est plus grande que la polarisation. Donc, ça, c'est la coupe que vous voyez. C'est le modèle statique réel. Donc, à ce moment-là, dans ce modèle-là, donc, vous allez voir que le gain est linéaire entre moins epsilon et plus epsilon. Et si on passe de ce modèle-là vers un modèle qui est beaucoup plus simple, qu'on appelle le modèle statique idéal, on va faire tendre le gain vers l'infini. Okay, donc la pente va commencer à aller vers l'infini. Ce qu'on voit ici dans ce modèle statique, dans ce modèle-là, on voit que la tension différentielle, parce que n'oublions pas que l'axe des X, c'est la tension différentielle, V plus moins V moins. Donc à ce moment-là, cette tension-là est égale à 0. Donc on peut dire que virtuellement,
la tension différentielle est égale à 0, c'est-à-dire VD est égal à 0, cela veut dire qu'on peut approximer virtuellement que V plus est égal à V moins. Radi, tu vas me poser, c'est quoi l'avantage de cette approximation? Parce que lorsque V plus est égal à V moins, l'analyse va être beaucoup plus simple et on peut démontrer que le cas idéal va être très très proche au cas réel. Donc, c'est pour cette raison, dans l'analyse des circuits linéaires, on va toujours supposer que l'amplificateur est idéal et à ce moment-là, automatiquement, V plus va être égal à V moins. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Donc, les deux entrées, on suppose que, on va partir sur ce modèle-là, qui sont identiques. Ça veut dire que ils sont reliés avec une impédance infinie, très élevée. C'est ça. À l'entrée, on va supposer qu'avec l'amplificateur statique idéal, la résistance ou bien l'impédance d'entrée est infinie et la résistance ou bien l'impédance de sortie est égale à 0. Et bien sûr, lorsque l'impédance d'entrée est égale à l'infini, donc les courants d'entrée vont être égales à 0. Donc, on peut regarder aussi le modèle dynamique réel. Donc, à ce moment-là, les deux impédances d'entrée et de sortie ne sont plus égales à 0. Donc, les impédances ont une certaine grandeur physique. Et la sortie, comme je vous ai dit, il y a une impédance de sortie ici. Et le gain ici, on va dire que le gain dépend de la fréquence. Donc, en fonction de la fréquence, il va y avoir un changement du gain. Et puis, je peux vous montrer juste cette image du gain en fonction de la fréquence. Donc, au début, jusqu'à une fréquence bien spécifique, par exemple 10 Hz, le gain est très très élevé, mais lorsqu'on commence à augmenter la fréquence, le gain commence à diminuer avec moins 20 dB par décade. Donc, c'est les caractéristiques d'un système de premier ordre. Oui, en fin de compte, il y a un deuxième ordre aussi à cause de la présence des transports, mais pour l'instant, on va se concentrer seulement du premier ordre. Ok, donc ici, vous voyez, le premier ordre, c'est moins 20 dB par décade. Donc, si je prends un exemple d'un MU741, l'impédance d'entrée est de l'ordre de 2 mégaohms, l'impédance de sortie, c'est entre 50 et 75 ohms. Donc, essayons de voir c'est quoi la contre-réaction négative, la contre-réaction positive. Parce que lorsqu'on va ajouter des composants sur l'amplificateur opérationnel, on peut rentrer à l'entrée négative ou bien à l'entrée positive. Donc, si on rentre à l'entrée négative, ça va être une contre-réaction qui est négative, bien un feedback négatif. Là, tu rentres, ça veut dire que tu prends la sortie, tu la retournes vers l'entrée négative. À ce moment-là, le système va être stable. Donc, par exemple, les amplificateurs, les filtres, c'est comme ça qu'on peut faire les contre-réactions. Mais lorsqu'on va faire une contre-réaction qui est positive, la plupart du temps, on va commencer à entrer dans une instabilité où le circuit va agir comme un oscillateur. Principalement, ça va être comme un oscillateur. Donc, là, ça, c'est une information qui nous est chère parce que si on va faire agir comme un oscillateur, on va penser qu'on doit ajouter une contre-réaction positive. Pas toujours, mais la plupart du temps. Et il faut retenir que pour un fonctionnement correct, donc il faut toujours que la contre-réaction, le retour de la sortie sur l'entrée, vienne sur la borne négative. Oui. Je te donne un exemple, Rally. Au laboratoire, les étudiants peuvent faire un montage de l'amplificateur et ils voient que l'amplificateur est toujours saturé. Ils ne vont pas savoir pourquoi, mais principalement, probablement, ils ont fait cette erreur entre l'entrée positive et l'entrée négative. Donc, si on regarde maintenant rapidement la réponse en fréquence, il y a une caractéristique qui est très importante, c'est que le gain multiplié par la largeur de bande est une constante dans un amplificateur. C'est-à-dire, je donne un exemple. En boucle ouverte, on peut dire que le gain de l'amplificateur 1741, c'est à peu près 100 000. Et la largeur de bande, c'est proche à 10. Donc, le gain multiplié par la largeur de bande, c'est 100 000 multiplié par 10, c'est 1 million. Okay? Si on arrive à baisser le gain, c'est-à-dire si on fait une contre-réaction négative pour baisser le gain, pour ne pas saturer notre amplificateur, par exemple, je prends un gain de 100, là, automatiquement, je sais que je vais avoir une largeur de bande qui va être égale, une largeur de bande multipliée par un gain qui est égal à 1 million. D'accord. D'accord?